Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour cette session de cathétérisme interventionnel. On a une belle session qui nous attend, qui est organisée avec le soutien de la maison Exacat. On va parler de syndrome coronaire aigu, mais on va parler de syndrome coronaire aigu avec les deux aspects qu'on rencontre régulièrement, soit avec des lésions coronaires, soit sans lésions coronaires. Et vous savez que ça pose d'autres questions et ça porte des noms parfois bizarres pour certains d'entre nous. Syndrome X, Minoka, Inoka, Takotsubo. C'est des noms exotiques, mais on va parler de tout ça aujourd'hui. On a deux orateurs prestigieux avec nous. On a Didier Carrier qui vient de Toulouse et on a Julien Adjedj qui vient de Saint-Laurent-du-Var. Et on aura deux présentations basées sur des cas cliniques qui permettront de discuter ces sujets. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au professeur Didier Carrier qui vient du CHU de Toulouse et il va nous parler du syndrome coronaire aigu avec lésion à propos d'un cas clinique. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, donc, la première présentation, pour parler à ce moment-là du syndrome coronarien aigu avec lésion coronarienne et pour discuter donc de l'apport de la technologie Optimax de la société donc Exacat en France et avec ce stent qui est un stent biologiquement actif et qui cicatrise très rapidement et qui est un petit peu donc différent du concept que nous avons tous sur le stent actif, mais qui, avec maintenant beaucoup de données scientifiques, permet donc de discuter sa place au sein de notre arsenal thérapeutique dans les syndromes coronariens aigus. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, on commence avec un patient, donc une histoire classique de Monsieur M qui arrive aux urgences pour une douleur thoracique infarctoïde. Il est hypertendu, obèse, ancien tabagique, sans autre antécédent. Et à l'électrocardiogramme, il a classiquement un SCA-ST+, comme on dit, en territoire inférieur. Et il va être thrombolysé avec dose de charge d'aspirine et de clopidogrel. Et il est transféré donc à la salle de coronarographie à plus de 3 heures par rapport au début des douleurs. Donc lorsqu'on regarde la première image de coronarographie, vous voyez qu'il y a sur cette coronaire droite qui n'est pas dominante une lésion subocclusive du segment 2 de la coronaire droite. Et donc sur ce patient, voici la coronaire gauche avec peut-être une plaque sur l'IVA moyenne au niveau donc de ce segment que vous voyez qui est donc à peu près à 40-50%, mais en tout cas qui n'est pas du tout responsable de la scène actuelle et qui sera évaluée dans un deuxième temps, et la circonflexe qui est tout à fait normale. Donc nous nous trouvons devant un patient qui est monotronculaire sous cette coronaire droite, et donc dans le même temps, nous allons effectivement réaliser une angioplastie tout à fait classique, très simple, avec un guide, un ballon, et la mise en place donc du stent Optimax de 2,75 mm de diamètre et 22 mm de long, avec un résultat tout à fait honorable. Donc tout ça pour dire que effectivement nous nous trouvons dans un patient qui est un peu du tout venant, qui est donc du syndrome coronarien aigu classique, et cela représente quand même dans des cath labs où il y a beaucoup d'urgences environ au moins 30%, voire 40% de la population qui est coronarographiée et dilatée dans notre centre. Alors, si l'on parle de ce stent bioactif, vous voyez qu'en fait, il y a 3 types de stents cotés. Il y a les stents organiques, avec des polymères aussi durables, biodégradables ou pas, avec libération de substances antiprolifératives. À droite, vous avez les coatings basés sur la technologie biologique, avec les cellules endothéliales, les facteurs de croissance, les anticorps anti-facteurs de croissance. Et puis, vous avez la troisième groupe, on va dire, de coating, qui est donc ce coating inorganique, dont fait partie le stent Optimax, avec ces stents qui sont donc en oxyde titanium, comme disent les anglo-saxons. Et donc, c'est celui-ci donc, que nous allons discuter. Alors,
En fait, le titan est un stent bioactif, donc non pharmacologique, mais qui a déjà beaucoup de preuves depuis plus de 15 ans, avec des preuves in vitro, puis chez l'animal et chez l'homme. Et donc, rapidement, je vais vous faire une synthèse de ces niveaux de preuves à ces 3 niveaux. Premièrement, in vitro, vous voyez qu'il y a déjà eu de nombreuses études publiées. Et les mécanismes d'action de ce coating bioactif d'oxynitrure de titane eh bien, permettent de réduire l'inflammation, de réduire l'agrégation plaquettaire et la croissance fibrineuse, de réduire le processus thrombotique et d'accélérer la réendothélialisation. Donc, tous ces phénomènes sont favorables pour la reconstruction de la paroi artérielle, de l'endothélium, et permettent de réduire les processus donc, de thrombose intrastent avec ce coating bioactif. Après, des preuves chez l'animal, il y en a aussi beaucoup. Et quand on regarde la littérature, vous voyez que déjà en 2001, Stéphane Windecker, donc en Suisse, eh bien, dans Circulation, avait montré, quand on regarde le stent côté Tino, par rapport au stent nu, une réduction considérable de la prolifération endothéliale, puisqu'il y avait près de 50% de moins par rapport au stent nu. Donc déjà, une efficacité significative par rapport au stent nu. Et ensuite, les preuves chez l'homme sont maintenant nombreuses, puisque, vous voyez, la première preuve vraiment randomisée date de 2005 et nous verrons tout à l'heure que la dernière vient d'être publiée cette année. Donc il y a 15 ans de preuves scientifiques concernant ce stent par rapport donc au stent actif. Alors, effectivement, si l'on reprend l'histoire, déjà en 2005, la première étude à ce moment-là, la First in Man avec ce stent Tinox, eh bien montrait que effectivement, dans cette étude randomisée par rapport au bar metal stent, eh bien il y avait un late loss, donc cette perte tardive à 6 mois, qui n'était que de 0,55 par rapport à 0,90 par rapport au stent nu. Donc effectivement, cela montrait que ce n'est pas un stent nu, mais c'est un stent bioactif. Et ensuite, il y a eu 3 études cliniques randomisées, des études scientifiques, qui ont démontré donc que le titan était non inférieur au stent actif dans le syndrome coronarien aigu. Alors, si nous les prenons les unes après les autres, eh bien, vous verrez que, effectivement, que ce soit Titax MI, donc acute MI, puis BASE ACS et TIDES ACS, eh bien, il y a une comparaison par rapport au stent actif de l'époque. Le premier, donc Titax MI, comparé par rapport, on va dire, au vieux stent actif qui était celui du Taxus, qui bien sûr n'est plus d'actualité, mais les 2 dernières études, BASE ACS, comparé donc au stent Xience et le TIDES, l'étude TIDES comparée au stent Synergie, montrent des résultats très intéressants dans le syndrome coronarien aigu. Alors, si l'on reprend la première étude, Titax MI avec le Titan versus Taxus, vous voyez, il y avait un peu plus de 400 patients, avec à ce moment-là, lorsqu'on regarde le suivi à 1 an, mais surtout à 5 ans, vous voyez qu'en termes d'événements cardiovasculaires, et bien surtout en termes de récidive d'infarctus, en termes de décès cardiaque et de thrombose certaine, il y a une différence significative en faveur donc du Titax, donc du stent titane. Et ces études avaient été publiées à l'époque dans Eurointervention en 2008 et le suivi à 5 ans dans International Journal of Cardiology. Deuxième étude, 2 fois plus de patients quasiment, BASE ACS, toujours avec ce stent titane versus le Xience à ce moment-là. Et quand on regarde un peu, toujours pareil, dans le syndrome coronarien aigu et que l'on suit ces patients à 1 an et surtout à 5 ans, eh bien vous voyez que certes, le premier point, c'est qu'en termes d'événements cardiaques, il y a une non-infériorité par rapport au stent actif. Et donc, c'est prouvé à 1 an. Et voire une supériorité à moyen terme, donc à 5 ans, en termes de décès cardiaque, de récidive d'infarctus, de thrombose certaine. Tout ça du fait de ces propriétés de ce stent bioactif dont nous avons parlé après les études in vitro. Et la troisième étude que nous attendions quand même depuis presque 1 an et demi et qui avait déjà été présentée dans les grands congrès européens, eh bien c'est la dernière étude donc de ce stent titane versus le stent donc de Synergie.
et qui vient d'être publié donc dans la revue JACC Intervention juste avant l'été, avec une étude européenne réalisée au niveau de l'Europe du Nord et qui, à ce moment-là, incluait plus de 1600 patients. C'était une randomisation 2 sur 1. Donc, vous voyez le nombre de patients inclus avec le stent Tinax qui est de près de 1000 et 500 donc pour les patients randomisés dans le groupe Synergie. Et vous voyez ils ont suivi ces malades donc alors c'est 1 an, puis 18 mois, puis il y aura le suivi à 5 ans. Si l'on regarde d'abord en termes techniques, technologiques, donc la différence entre les deux stents. Donc, je vous l'ai dit, donc du côté gauche, donc avec le stent en titane, c'est un stent avec une plateforme cobalt chrome, avec une épaisseur de maille de 75 microns, qui est à peu près équivalente à celle du stent Synergie. Le stent Synergie étant avec une plateforme platinium chrome. Et bien sûr, la différence étant le stent actif du côté vraiment actif avec libération d'une molécule everolimus. De l'autre, donc pas de libération de molécules, mais ce coating très particulier donc de la société Exacat. Et maintenant, lorsqu'on regarde les résultats, alors si l'on regarde les résultats de gauche, les 4 carrés de gauche, vous avez certes, en termes de revascularisation de la lésion cible, à 18 mois, un tout petit peu plus de revascularisation de la lésion cible avec le stent titane. Et ça, c'est tout à fait classique puisque, effectivement, il ne libère pas de drogue active. Mais si l'on regarde maintenant déjà les récidives d'infarctus, la mortalité cardiaque et les saignements majeurs, déjà, il y a une tendance à avoir moins d'événements à 18 mois, mais surtout lorsque, sur le schéma de droite, en bas, quand on associe mortalité cardiaque, infarctus et hémorragie, vous voyez qu'il y a déjà une différence significative en faveur du stent Tinox par rapport au stent Synergie. Et lorsqu'on regarde par contre en haut à droite, mortalité cardiaque, infarctus et revascularisation de la lésion cible, là il n'y a pas de différence entre les deux stents à 18 mois. Tout ceci nous permet donc, si l'on refait une synthèse un peu de ces 3 essais randomisés universitaires, de voir que la tendance est la même au fil des 15 dernières années, c'est-à-dire que ce soit avec les premières générations de stents actifs, puis ensuite avec le Xience et maintenant avec le Synergie, vous voyez qu'il y a toujours une tendance et une amélioration en termes de réduction des événements cardiaques, mais surtout en termes de thrombose de stent, en termes de mortalité cardiaque, en faveur donc du stent Tinax et surtout lors du suivi à moyen terme et long terme. Quand je dis long terme, c'est 5 ans. Et donc, ces éléments sont quand même à prendre en considération dans la réflexion que peuvent avoir les cardiologues interventionnels au quotidien quand ils traitent des syndromes coronariens aigus. Et c'est un petit peu l'hypothèse dont a parlé David Capodano, que nous connaissons tous, quand il a fait son commentaire dans l'éditorial du JACC Cardio-Intervention au moment de la publication, en disant, voyez quand même, en termes de stent cotés, eh bien, il y a certains stents qui peuvent revenir, on va dire, au devant de la scène, et qu'il faut peut-être un peu plus discuter en fonction donc du risque ischémique, du risque hémorragique. Et l'on peut penser donc que ce type de stent bioactif a toute sa place dans le syndrome coronarien aigu, qu'il soit ST+ ou non ST+, suite à cette méta-analyse qu'on a vue donc avec ces 3 études qui portent à la fin sur plus de 3000 patients en faveur donc de cette technologie dans le syndrome coronarien aigu, notamment en termes de sécurité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Didier, c'était extrêmement intéressant. On a un petit peu de temps pour discuter tout cela. Est-ce qu'au vu des caractéristiques de ce stent, il faut envisager des durées de traitement antiplaquettaire ou des traitements antiplaquettaires différents? Est-ce qu'on peut imaginer que des patients à haut risque hémorragique bénéficieraient par exemple plus de ce stent et d'un traitement un peu dégrossi du côté des antiplaquettaires? Effectivement, alors moi quand on reprend l'histoire, parce qu'on a un peu de recul maintenant dans la cardiologie interventionnelle,
depuis 20 à 30 ans, on s'aperçoit que ce stent, en fait, il a été lancé à une période où les stents actifs prenaient le marché, on va dire, tout entier de la cardiologie interventionnelle parce qu'il y avait les rosténoses, parce que ceci, parce que cela. Et effectivement, je crois qu'il a été un peu étouffé par tout ce qu'il y a eu en termes de publications, on va dire, multicentriques au niveau international et sur une société qui a peut-être moins de moyens, on va dire, pour mettre en avant leurs caractéristiques. Eh bien, on n'a pas vu évoluer ce stent. Et c'est vrai que maintenant qu'on reprend l'histoire, surtout avec les risques hémorragiques qu'on voit, puisqu'il y a beaucoup de papiers qui sortent sur la DAPT, je pense que dans les syndromes coronariens aigus, surtout sur les sujets à haut risque hémorragique, il a toute sa place parce que on s'aperçoit effectivement qu'il y a moins d'événements hémorragiques qui cicatrisent très vite et qu'effectivement, on n'est pas en train de parler de lésions hyper complexes, très très longues, du diabétique. On est en train de parler du tout venant, syndrome coronarien aigu, où il y a effectivement peut-être une place concernant ce stent. En tout cas, moi je le pense. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le regard du papier, dans les détails, c'est que dans les deux groupes, la durée de DAPT, elle n'était pas si différente que ça. C'est-à-dire que les gens dans le groupe Optimax, ils n'avaient pas une DAPT beaucoup plus réduite. Et pourtant, il y avait beaucoup moins d'événements. Il y a effectivement cet effet à 18 mois qui peut être un peu de la rosténose. Et donc, si ça arrive, quelle est la stratégie? Parce que est-ce qu'on peut mettre du ballon actif et traiter de cette façon-là, de façon plus conventionnelle, quand les rares fois ça peut arriver? Quelle serait la stratégie du coup? Bon, nous, on en a pas eu beaucoup, mais j'ai en mémoire 2 patients qui avaient effectivement une rosténose, mais assez focale, et qu'on a traité avec du ballon actif. Donc tout ça pour dire que si on peut éviter de remettre encore du matériel et de recommencer l'histoire, on va dire, c'est peut-être plus soft, plus sécure. Et je crois qu'effectivement, ce sont des bonnes indications avec après peut-être du ballon actif si les rosténoses sont focales. Oui, si dans la rare occasion, ça peut se voilà, mais je crois qu'au départ, hein, ce stent, à mon avis, ne se positionne pas pour des lésions très complexes, avec des bifurcations complexes, avec le sujet diabétique, où il faut mettre des longs stents, etc. Non, je pense que c'est vraiment du tout venant, mais les études montrent qu'il est sûr et qu'à moyen terme, eh bien, on a des résultats qui sont même étonnants. Mais c'est vrai que, à mon avis, ce stent a été lancé à une période où il y avait la folie des stents actifs, et maintenant qu'on a un peu plus de recul, qu'on voit un peu les risques hémorragiques, etc., ben on revient un peu en arrière. Oui, puis on a une autre grosse étude nordique qui a comparé stent nu à stent actif et qui trouvait des résultats pas si différents que ça avec les nouvelles générations de stent nu. Donc là, on a un stent nu de haut vol, si je puis dire. Il y a du sens à ça. Est-ce qu'on a une idée du temps de cicatrisation pour ces stents? C'est-à-dire, encore une fois, je reviens chez ces patients qui nous posent vraiment des problèmes où on se dit je voudrais vraiment arrêter le DAPT le plus vite possible parce que il y a une chirurgie lourde à suivre, parce qu'il y a eu un antécédent, je ne sais pas moi, d'hémorragie intracrânienne, tu vois, des patients quand même. Est-ce qu'on a une idée du moment où on pourrait arrêter le deuxième antiplaquettaire? Moi, je crois qu'avec ce stent, au bout d'un mois, quand même, on est rassuré. Franchement, il n'y a pas de polymère, il n'y a pas de libération de drogue, il n'y a pas tout ça. Et je pense qu'au bout d'un mois, pour moi, je n'ai pas de crainte, on va dire, à arrêter la double anti-irrigation. 15 jours, non. 15 jours... Parce que les thromboses de stent, on les voit quand même beaucoup dans les 15 premiers jours. C'est vrai. 15 jours, bon, on est prudent quand même, donc j'aurais tendance à dire un mois, mais peut-être que 15 jours, certains le font. En tout cas, moi, je n'ai pas osé. Ouais. Julien, d'autres questions? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoute, Julien, ça va être à toi. On va passer à la deuxième partie. Syndrome coronaire aigu, cette fois-ci sans lésion. Et on va changer un peu de catégorie, là. Et tu vas nous dire un peu ce qu'il faut faire chez ces patients un petit peu particuliers qui ont un vrai syndrome coronaire aigu, dont la colonographie nous laisse sans voix et en tout cas sans geste thérapeutique interventionnel. Et il nous faut une explication quand même pour comprendre ce qui se passe et pour éventuellement donner aux patients, parce que les patients sont demandeurs de savoir ce qui s'est passé. Merci beaucoup, merci pour cette invitation.
Et donc on va parler de ce sujet de syndrome coronaire aigu sans sténose obstructive. C'est un sujet qui est très à la mode. On souffre tous du confinement, donc j'essaye de rechercher de la littérature ou des indications ou des éléments de réponse face à ces problématiques. Et maintenant, tout se fait un peu en ligne durant cette période et virtuellement. Et donc, est arrivé récemment dans les guidelines de l'ESC 2020 sur le syndrome coronaire aigu non STEMI, une nouvelle section, la nouvelle section des minocards. Donc, j'ai regardé ça avec intérêt chez moi, malheureusement. Hein. Et sur le syndrome coronaire aigu, avec quelques nouveautés, les nouveautés des recommandations. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ce tableau, mais dans ces recommandations de recherche de minocards, c'est l'intérêt d'aller plus loin dans le diagnostic, pas dire simplement il n'y a pas de lésion coronaire, il y a un peu de troponine et on fait un traitement médical, mais plus orienté vers l'IRM cardiaque. Il y a une grosse insistance sur la ventriculographie, je trouve que c'est une bonne chose, et aussi aller plus sur les tests fonctionnels et d'imagerie, type acétylcholine, métergin, OCT, AEVUS ou la microcirculation. Alors je vais vous parler d'une patiente de 78 ans. Pas d'antécédents particuliers, pas de gros stress, douleur thoracique. Elle a un projet de rejoindre son fils en Nouvelle-Calédonie. Et troponine initiale à 500 élevée, à l'arrivée toujours mal à la poitrine. La coronarographie initiale, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas au niveau de la ventriculographie. La coronarographie, je vous la montre parce que c'est, je vois pas de sténose coronaire, je vois pas d'obstruction particulière, ni à droite ni à gauche. Voici la coronaire droite qui est dominante. On a revu le film plusieurs fois avec plusieurs collègues. Et puis la patiente a dans l'évolution un pic de troponine qui est à 700, qui n'est pas énorme, mais des modifications de l'électrocardiogramme en antérieur le lendemain, et une IRM cardiaque qui est en attente. Et c'est généralement comme ça que ça se passe dans la plupart des centres, c'est qu'on attend l'IRM cardiaque. On a discuté avec nos collègues, on s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'adapte avec ces nouvelles guidelines. C'est ce qu'on avait appris pendant cette période de confinement, qu'il fallait aller un peu plus loin sur le diagnostic. Donc on a proposé à la patiente une deuxième procédure de contrôle à 10 jours. À 10 jours, on est agréablement surpris, la ventriculographie s'est bien corrigée. Au niveau du réseau coronaire, on a la même chose. Et on fait, comme le dit dans les guidelines, un test à l'acétylcholine et on regarde la vasoréactivité coronaire. Ce qu'on voit ici, au niveau de la vasoréactivité coronaire, c'est qu'il y a une zone qui est pathologique ici, au niveau antérieur, mais la patiente n'avait pas eu de franche douleur à la poitrine. Et test d'acétylcholine aussi à la coronaire droite, on n'avait pas trouvé de différence ni de modification. On a continué le diagnostic en réalisant une mesure de la microcirculation avec le RayFlow. Donc le RayFlow, c'est un cathéter qui était de perfusion de solution saline, qui est en complément du guide de FFR pression-température. C'est donc un cathéter qui est fabriqué par Exacat, qui a des trous latéraux avec des jets qui permettent d'infuser une solution saline dans le vaisseau. Il a un marqueur radio-opaque. Le marqueur radio-opaque, il est ici. Et ce marqueur radio-opaque correspond à la chambre où on peut mesurer la température de ce que l'on infuse. Alors ça permet d'obtenir les réponses suivantes. Ça nous permet d'avoir le débit coronaire en millilitres par minute, la FFR, les résistances absolues et le débit normalisé si la FFR était à 1. Comment ça marche en pratique? On met le guide de pression-température, on égalise, on utilise le logiciel Coroventist pour avoir un zéro de température et le mode de flux absolu. On met le guide de FFR en distalité du vaisseau et on amène le RayFlow là où on veut mesurer le flux absolu. On a en haut les courbes qu'on a l'habitude de voir de FFR, le PD, le PA, et en bas la courbe bleue à la température à 0 correspond au sang du patient, et on commence à infuser une solution saline à un débit fixe, et cette solution saline va faire une diminution de la température qui va correspondre au mix entre le sang et la solution qu'on injecte, et donc ça fait une température T, et puis on retire le guide jusqu'au marqueur radio-opaque pour avoir la température de ce que l'on infuse, le TI, et une formule qui est très simple, plus simple que la formule de FFR en vrai, et qui est le débit de l'infusion, TI sur T, et une constante de 100. Avec ça, on a le débit en litres par minute, les pressions,
Et ce qu'on a vu et on s'est aperçu avec cette technologie, le RayFlow, c'est qu'on avait aussi un effet hyperémiant juste avec le salin lui-même. Et vous voyez ici, on commence l'infusion. Eh bien, vous voyez que dès que la thermodilution s'installe et qu'on a un mix entre le sang et la solution saline qui est stable, eh bien, la pression distale qui diminue et vraiment l'effet qui est complètement hyperémiant. On l'avait vérifié, on l'avait validé chez l'homme. Après, on était un peu plus loin dans des études expérimentales animales. On avait retrouvé que ces phénomènes étaient on-off avec un trigger qui commence à 15 millilitres minute. Ça veut dire que on a un flux qui est quasiment de repos si on injecte en dessous de 10 millilitres minute et au-dessus de 15. On a une hyperémie maximale par rapport à l'adénosine, maximale par rapport au gold standard qui est la ligature de l'artère. On a quelques indications sur les données chez les patients sains, avec les débits qui sont normaux, les résistances normales chez une population qui est certes limitée, mais ça nous donne des indications sur la perfusion des artères coronaires chez le patient sain. On a été sur cette mesure, donc vous voyez ici le logiciel Coroventis, la température qui diminue, le PD sur PA qui n'a pas beaucoup bougé parce qu'on a infusé à 6 millilitres par minute. Je vais revenir sur cette raison un peu plus tard. Et donc on a un débit à 0,141 millilitres par minute dans cette IVA, un PD sur PA à 0,94. Puis on a augmenté le débit. Alors pour des raisons pratiques, j'ai juste utilisé 18 plutôt que 20 millilitres par minute, mais ça c'est pas une grande chose. On voit ici un PD sur PA qui s'installe. On voit un débit qui augmente, 0,289 millilitres par minute. Ce qui nous a permis de faire un calcul simple, c'est que si on a le flux au repos et si on a le flux en hyperémie, on peut calculer une réserve coronaire. Et donc la réserve coronaire, elle est basée, c'est un indice qui est basé sur des valeurs, cette fois-ci automatisées et absolues. Et on a une CFR à 2. On a comparé avec les données qu'on avait, vu qu'on avait le guide de FFR en place, avec la CFR et l'IMR, et on retrouve les mêmes valeurs de CFR. Et ça a été un côté assez rassurant pour nous. Ce qui nous a plus étonné, c'était l'IMR. L'IMR était à 72, donc une vraie valeur pathologique au niveau de cette IVA avec cette IMR. Alors, c'était justement la période de l'ESC, et donc j'avais continué à regarder d'autres vidéos, dont la vidéo de Bernard de Brune, qui nous expliquait qu'il avait un nouvel index, un index de résistance, qu'il appelle le MRR, qui est en fait le CFR sur la FFR. Et donc, j'ai fait ça. C'est un calcul tout simple. Alors, c'est un MMR à 2,25. Je ne peux pas vous dire ce que ça correspond et quelle est la significativité de cette valeur, mais tout ça pour vous dire qu'on peut mesurer l'ensemble de l'arbre coronaire, d'avoir retrouvé avec les valeurs absolues des indices automatisés, et qui vont nous permettre plus tard de faire une analyse de la microcirculation qui peut être intéressante. La conclusion que j'ai trouvé chez cette patiente qui avait un INOCA, c'est qu'elle a un syndrome coronarien aigu ST- tropo plus. Alors la vasoréactivité coronaire, elle est douteuse. Pas de vasoréactivité coronaire, je suis pas vraiment finalement d'accord avec cette conclusion. Je pense qu'il y en a une qui est quand même importante au niveau de l'IVA. Une CFR qui est limite basse, une IMR très élevée qui signe une atteinte microcirculatoire. L'IRM cardiaque, comme dans la plupart des centres, J10, elle est toujours en attente, donc on n'avait pas de réponse. Et c'est une patiente qu'on a traitée par aspirine, statine et inhibiteur calcique. Les conclusions plus pratiques, c'est que dans le syndrome coronarien aigu sans atteinte coronaire, avoir une analyse du flux et des résistances donne des informations complémentaires, qu'on peut avoir le flux en repos comme en hyperémie, qu'on n'a pas besoin d'adénosine, pas besoin d'agents hyperémiants nécessaires pour faire tous ces calculs, et qu'on peut calculer des index qui peuvent nous simplifier la vie ou qui peuvent nous donner des réponses avec une méthode qui est simple et reproductible. Je vous remercie. Julien, merci beaucoup. C'est un cas très intéressant qui permet de discuter de ce qu'on doit faire chez ces patients, tellement on a d'options au jour d'aujourd'hui quand même pour explorer les coronaires et la microcirculation. Alors j'aimerais vous demander à tous les deux ce que vous faites quand vous êtes dans un cas comme ça, un syndrome coronaire aigu. Vous faites la coronarographie par voie radiale. Vous avez mis tous les nitrés qu'il faut pour faire votre coronarographie. Première question, est-ce que dans la foulée, vous recherchez le spasme? Et comment?
acétylcholine, métergin, que faites-vous? Ou est-ce que vous posez les outils, vous dites la patiente reviendra pour le reste, dont la recherche du spasme? Alors, moi, pour le spasme, je fais pas en aigu, et surtout si j'ai mis les nitrés. Alors, il y a en plus toujours cette question du cocktail dans la radiale. Il y a plein de points d'interrogation par rapport à ça. Et en période aiguë, j'essaie de pas le faire. Si on a des troponines assez élevées, j'essaie de pas faire de métergin ou de test à l'acétylcholine d'emblée. Alors, il y a certaines équipes qui le font, mais en France, on n'a pas encore vraiment cette culture ou cette expérience pour le faire. Et nous, on n'a pas vraiment fait cette étape-là. Et en revanche, je suis d'accord, c'est tellement d'options et on est souvent contraint par nos délais de KT, par nos agendas, par les patients qui attendent aussi leur examen, que ce sont des procédures qu'on essaye finalement malheureusement de refaire, de programmer avec un temps dédié pour pouvoir faire le temps nécessaire, toutes ces procédures-là qui sont demandées. Et on a besoin de tous ces outils-là, donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça que pour l'instant, nous, on les programme, surtout pour ces contraintes de temps et techniques. Didier, le spasme, vous le recherchez comment, quand? Disons que maintenant, on le recherche moins qu'avant. Il y a eu une période, il y a 20 ans, où on cherchait le spasme à tout coin de Cath-Lab, on va dire. Et là, maintenant, on a eu quand même des pépins, des fois même, en recherchant des spasmes avec des fibrillations et donc des arrêts cardiaques. Donc là, on le fait beaucoup moins. Si je reprends ce cas, nous, pour l'instant, j'aurais dit, en voyant ta ventriculographie, c'est peut-être un Takotsubo. Est-ce qu'elle a eu du stress avant ou pas? Est-ce que c'était une dame C'est une dame qui n'avait pas eu de stress particulier. Et on était toujours dans l'attente de l'IRM. C'est ça qui nous... Voilà. Et en fait, nous, actuellement dans la pratique, sur ce genre de patiente, elle aurait eu l'IRM assez vite, vers le J3 par là, et pour conclure un petit peu que c'était peut-être un Takotsubo ou autre chose. Mais enfin, on n'a pas encore la culture, nous, de cette recherche de microcirculation qui, effectivement, peut nous aider dans la compréhension de ce qui se passe. Mais je voudrais à ce moment-là poser deux questions à Julien par rapport à cette microcirculation. La première, est-ce que, parce que quand on voit ton cas clinique, est-ce que le traitement de sortie, qui était aspirine, statine et calcium bloqueur, s'est influencé par ce dosage de la microcirculation qui est perturbé, ou est-ce que tu lui aurais quand même mis systématiquement un traitement? C'est une bonne question. Alors, les calcium bloqueurs, clairement, c'était pour le test de vasoréactivité à l'acétylcholine. On retrouvait ce rétrécissement épicardique au niveau antérieur, ça correspondait aux signes ECG, tout ça. Donc ça, oui, les calcium inhibiteurs dérivent complètement de cette indication-là. Après, on n'a pas retrouvé, on a retrouvé une atteinte microcirculatoire assez élevée, donc c'est pour ça qu'on avait mis des statines, de l'aspirine et des IEC de façon assez empirique. On n'avait pas vraiment beaucoup de choses à proposer là-dessus. Ce que je pense, c'est qu'on commence à avoir des index pour mesurer tout ça, et maintenant qu'on a des index, on va pouvoir aussi évaluer l'intérêt et l'effet des thérapeutiques sur ce que l'on trouve et sur ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher par rapport à ces atteintes microcirculatoires. Et là, enfin, on a des index qui nous permettent de nous dire la microcirculation élevée, on va mettre des IEC, peut-être que les IEC vont marcher, peut-être pas, ou peut-être c'est l'intérêt des statines, mais c'est tout un champ d'application qui s'ouvre et qui est maintenant mesurable. Et avec ça, on va pouvoir avoir, j'espère, des réponses. Alors, ma deuxième question, qui va un peu dans ce sens, est-ce que l'évaluation de la microcirculation, est-ce que c'est, tu penses, toi, spécifique dans le cadre des coronaropathies, ou est-ce que ça peut, au-delà, aller pour, par exemple, rechercher dans les atteintes musculaires, comme des cardiopathies hypertrophiques, comme des amyloses, etc., etc. Est-ce que tu as vu dans la littérature, ou est-ce que tu as fait, toi, des évaluations de cette microcirculation sur des patients donc qui ont d'autres pathologies que les coronaires, des pathologies musculaires? Et si oui, est-ce que tu as vu des anomalies? Oui, alors dans la littérature, c'est surtout les mesures d'IMR. Et les mesures d'IMR, il y a eu des évaluations chez le patient transplanté cardiaque. Et donc là, on voit des choses justement sur l'atteinte microcirculatoire et le rejet. Nous, on avait eu à Lausanne, on avait publié un cas où
où effectivement il y a eu un patient qui a fait un rejet aigu. On avait fait reflow sur les 3 vaisseaux et il avait une atteinte, une vasculopathie du greffon qui était extrêmement importante, et on a pu déterminer que c'était pas une atteinte microcirculatoire et qu'on avait vu avec l'histologie et tout ce qu'on avait pu faire que finalement c'était une réaction immunologique très importante au niveau du vaisseau en lui-même. Ça atteignait pas les récepteurs. Puis après, les cardiologues dédiés à l'insuffisance cardiaque et à la greffe m'ont parlé de tout un tas de cibles moléculaires dédiées, des choses qui me dépassent complètement. Mais on retrouvait des ponts et des liens entre ce qu'on trouvait nous en physiologie et sur leur cible thérapeutique, en disant finalement c'est pour ça que ça marche plus, parce que c'est pas une atteinte ici des micro-vaisseaux, c'est plus une atteinte des gros vaisseaux et ainsi de suite. Donc il y a des champs d'application, on n'a pas assez de données accumulées pour répondre sur les CMH, sur les valvulopathies, sur tout un tas d'applications qui pourraient être très importantes. On avait fait un cas, moi, qui m'a toujours marqué. C'était un cas de patiente qui était en choc cardiogénique et qui avait une ECMO sur un syndrome coronaire aigu. Donc on a traité le syndrome coronaire aigu sur une bissectrice. On avait fait la mesure de l'IVA de la patiente sous ECMO. Et on a rajouté le ballon de contre-pulsion parce que la patiente n'était pas très bien sous ECMO. Et on a vu une augmentation du débit coronaire de 20%. Et ça nous donne des pistes aussi dans la compréhension de qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'on peut diminuer la PT-DVG, améliorer la perfusion coronaire dans des situations un peu délicates. C'est un outil de compréhension qui est vraiment génial, d'avoir le flux absolu, d'avoir les pressions, les résistances et le débit dans les coronaires, nous permettent de mieux comprendre et d'appréhender certaines situations qu'on n'aurait pas pu répondre avant. Chez ta patiente, Julien, l'amputation de la réserve coronaire, est-ce que finalement on ne verrait pas cela quasiment dans toutes les situations où tu as une troponine qui monte à 500, c'est-à-dire une myocardite, un Takotsubo, un NCMI? Est-ce que cet état-là de nécrose, quelle que soit la raison, ne va pas amputer la réserve coronaire? C'est une très bonne question et j'aimerais bien avoir la réponse, mais peut-être qu'il va y avoir des réserves extrêmement élevées là où il y aura de la fibrose, là où ça va évoluer vers la fibrose. Peut-être qu'on aura une augmentation plus modeste là où il y a un potentiel de récupération. Et c'est là tout l'objet de ces mesures. C'est-à-dire que quand on fait ces mesures, c'est pour ça que j'ai pas annulé l'IRM, c'était pour avoir la compréhension complète de l'analyse chez cette patiente et voir le potentiel de récupération. Là, ici, elle avait pas elle a eu des résistances qui étaient quand même élevées, de 71 IMR, et pourtant elle a tout à fait récupéré son VG. Donc c'est des interrogations que je me pose également. Autre point, imaginons donc que cette patiente revienne pour un deuxième voyage en salle de cathétérisme pour explorer sa microcirculation. On fait ou pas le test pour rechercher le spasme, et après on passe à l'étude de la microcirculation. Alors, est-ce que ta stratégie, c'est maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut avec ce cathéter et avec le guide de pression-température, et j'ai rien besoin d'autre pour avoir les informations que je recherche? Ouais, je pense qu'on ne pourra pas faire la différence entre effectivement myocardite, Takotsubo, et donc la place de l'IRM cardiaque va rester un gold standard pour nous aider. Le problème, c'est que dans la plupart des centres en France, dont celui dans lequel je travaille, on n'a pas la réactivité, les délais nécessaires pour pouvoir avoir une IRM cardiaque, poser le diagnostic et agir sur les traitements rapidement. Si on a une anomalie de la microcirculation le jour où il y a le syndrome coronaire aigu, les troponines augmentent, et si on peut agir rapidement avec des thérapeutiques dédiées, c'est ce qu'on espère, peut-être on pourra améliorer certains pronostics. Enfin, c'est là toute la voie et la construction de recherche qu'on essaye de faire. Comment marche cette vasodilatation avec du sérum Phi sur le vaisseau? Parce que tu nous dis que ça marche aussi bien que l'adénosine, la papavirine, enfin tout ce qu'on connaît, mais c'est de l'eau. Alors, est-ce que c'est un effet endothélial? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une très très bonne question. On s'est posé la question dès le début. Ce qu'on a authentifié chez l'homme, c'est que c'était un phénomène hyperémiant aussi fort que l'adénosine, qui a un effet on-off à 15 ou 20 millilitres par minute, c'est-à-dire que dès qu'on arrête, il s'arrête, et qui est local. C'est-à-dire que quand il y a une hyperémie dans l'IVA, elle n'est pas là dans la circonflexe. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pour ça qu'après, on a été dans une étude chez l'animal où on avait mis 2 bagues de Doppler, une sur l'IVA, une sur la CX, et on mesurait avec le reflow
la capacité de faire une hyperémie maximale. La bague Doppler nous répondait à la question. Et là, on a testé tout un tas d'hypothèses. Et on a bloqué la voie du NO. Et donc, il n'y avait pas de voie du NO dépendante. On a désendothélialisé l'artère avec les ballons. On avait retiré l'endothélium. On avait fait un contrôle histologique. On avait quand même réinfusé sur cette zone désendothélialisée. Il n'y a pas de rôle d'endothélium. Ça fait toujours la même chose. Après, on a fait sur des stents. Donc, on peut faire de l'hyperémie induite sur des stents. Et toujours le même phénomène. Hyperémie maximale et l'artère contralatérale, rien ne se passe. Et on a été jusqu'au stent couvert. Et puis... on était un peu à défaut dans les termes des mécanismes, et c'est là où on a eu un peu l'idée de se dire que c'est peut-être les vibrations. Un peu comme quand on injecte de l'adénosine dans la coronaire droite, il y a parfois des blocs auriculo-ventriculaires, et quand on fait un rotablator, il y a un bloc auriculo-ventriculaire, et quand on fait du reflow à des jets un peu forts, on peut avoir aussi ce petit phénomène-là, qui est tout à fait réversible. Donc on s'est posé la question, donc on avait fait chez quelques cochons à la fin de ces expérimentations, rotablator dans la partie proximale du vaisseau, et on avait retrouvé en fait que avec des tours minutes assez importants, on retrouvait une hyperémie du vaisseau et pas d'hyperémie dans le vaisseau contralatéral. Donc on n'a pas le mécanisme proche de ça, mais ce qu'on pense, c'est que c'est une vibration de l'artère par le jet de salin, parce qu'on a essayé aussi avec le froid, avec le chaud, avec le glucose. On avait fait pas mal d'expérimentations. La seule explication qu'on a retrouvée pour le moment, c'est une histoire de vibration. Les jets latéraux vont faire vibrer la paroi de l'artère, et c'est dans la média ou dans l'adventice qui est une signalisation, peut-être par les jonctions GAP ou autres, qui va induire une vasodilatation du lit d'aval. Et alors, chacun de vous deux, Didier, si la fin du diagnostic, c'est en effet c'est un angor microvasculaire. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai mis cette étiquette-là sur l'histoire de la patiente. Comment tu traites l'angor microvasculaire qui peut aboutir d'ailleurs parfois à des infarctus sous endo le plus souvent, mais avec une vraie élévation de troponine? C'est vrai qu'à partir du moment où il y a un angor avec les résultats que tu nous montres, je pense qu'il y a du sens à mettre quand même un inhibiteur calcique, parce qu'il y a quand même toujours une vasoréactivité. Et à partir du moment où il y a une vasoréactivité, ça veut dire que l'endothélium n'est pas parfait. Et donc, effectivement, le risque d'avoir très rapidement des agrégats plaquettaires fait que un traitement par aspirine, statine et calcium bloqueur me va tout à fait. Parce que ça paraît physiopathologiquement assez logique de le faire comme ça. Donc moi, nous on fait ça, même si on ne va pas aller regarder la microcirculation qu'il faudrait qu'on fasse, peut-être. Et toi, Julien, ton médicament anti-angineux préférentiel chez ces patients avec une anomalie de la microcirculation, c'est quoi? Parce que les Japonais, comme tu sais, ont les Ro-kinase inhibiteurs. Oui. Nous, on les a pas. Ça semble être une voie un peu spécifique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour la microcirculation pure sans atteinte de vasoréactivité coronaire, il nous reste, il y a les bêta-bloquants, il y a... Est-ce qu'il y a une place de la réadaptation cardiaque, ce genre de choses? Ça aussi, c'est une question intéressante, parce que il y a toute une voie de développer des micro-vaisseaux par ce biais-là, par simplement une réadaptation. Mais pour ça, il nous faut encore accumuler pas mal de données pour savoir ce que faire au mieux chez ces patients qui ont une atteinte microvasculaire. Pour revenir à ta présentation, tu nous as parlé de la perfusion donc saline. Est-ce que le débit et la vitesse sont uniformisés, ou c'est un petit peu fonction du poids, de la taille, du diamètre de l'artère, d'un homme, d'une femme? Alors tout à fait, c'est assez uniformisé. Donc la plupart des études ont été faites avec des injecteurs qui faisaient 5, 10, 15, 20 millilitres par minute. J'ai juste un injecteur un peu différent, et pour une histoire d'unité, donc moi je fais 6 et 18, ça change pas grand chose au problème. Et on sait qu'au-dessus de 15 millilitres par minute, on a une hyperémie maximale. On sait qu'en dessous de 10, on a un flux de base. Et donc il n'y a pas de différence en termes de vaisseau. Homme, femme ou taille du patient, on a toujours fait les mêmes doses pour tout le monde, et on a toujours eu cet effet sur maintenant pas mal de données accumulées d'effet hyperémiant. On le voit bien parce qu'il y a la pression distale qui diminue, on voit clairement cet effet hyperémiant.
Les seules choses pour lesquelles on fait attention, c'est de mesurer les gros troncs coronaires. On ne va pas aller dans les deuxièmes diagonales ou autres mesurer les petits flux parce qu'il nous faut de la distance pour avoir une bonne thermodilution. Et aussi, c'est plus intéressant d'évaluer l'ensemble de la globalité d'une région perfusée. Quand tu fais ton analyse de la microcirculation, comment tu fais? Tu te mets dans l'artère coupable ou celle que tu imagines coupable? Est-ce que tu te mets toujours dans l'IVA, quelle que soit l'artère coupable? Est-ce que tu fais plusieurs artères? Et combien de temps ça te prend pour faire cette analyse de la microcirculation quand tu décides de le faire chez un patient? C'est une très bonne question. Effectivement, ça peut être long. D'expérience, j'essaie de faire toujours l'IVA d'abord. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a par les index, CFR, IMR. Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on peut faire sur l'IVA. Moi, j'essaie de privilégier l'IVA parce que c'est l'artère la plus importante, celle qui regarde le plus de myocarde. Et si elle est négative, je vais sur la CX parce que c'est juste pour des raisons pratiques. Et si c'est encore une fois négatif, je vais dans la coronaire droite. Et c'est l'ensemble des trois qui me donne la réponse. Si l'IVA est positive, moi j'ai déjà la réponse et je m'arrête là parce qu'effectivement ça prend du temps. Et faire l'adénosine IV on-off comme ça pendant plusieurs fois, c'est un peu long. Et le RayFlow, lui, permet d'avoir des mesures un peu plus rapides. Vous savez que tout est déjà connecté. Et l'avoir le RayFlow au bout du guide permet même de nous faciliter le maniement du guide en lui-même, de passer de l'IVA à l'SCX. C'est comme avoir un microcathéter, ça facilite pas mal. Et donc ça va un peu plus vite. Ça, c'est vrai. Donc tu nous dis que l'anomalie de la microcirculation, elle peut être dans un territoire seulement. Oui. Voilà. Et alors c'est l'objet d'un petit travail qu'on fait, mais où je me suis fait très ami avec les médecins nucléaires, où quand ils me disaient qu'il y avait une ischémie de la paroi inférieure et que moi j'avais rien trouvé au niveau coronaire, je disais que c'était pas un faux positif de l'incentive, c'était un faux négatif de la coro, parce que j'avais trouvé des IMR élevés dans ce territoire-là plutôt que dans les autres. Et là on se fait des copains, ouais. C'est vrai ça. Si on change un tout petit peu de sujet et qu'on revient sur la FFR, par exemple, quel est votre outil de préférence quand vous avez à évaluer une sténose intermédiaire? Est-ce que c'est la FFR classique avec l'adénosine classique en bolus, en infusion, ou est-ce que vous êtes passé sur des indices diastoliques? Est-ce que vous vous affranchissez de l'hyperémie? Comment vous travaillez chacun d'entre vous dans votre laboratoire? Je vais répondre parce que je pense que Julien sera plus long que moi à répondre. Non, nous, on est resté classique, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait la FFR avec l'injection d'adénosine et voilà, mais on n'est pas passé, nous, sur les autres indices. Pas d'IFR. Non, pas d'IFR. Mais bon, après, peut-être qu'on ne fait pas bien, mais... L'IFR est bien validée maintenant et elle est facile et il n'y a plus besoin de... Pour l'instant, on ne le fait pas, non. Mais bon, après... Il y en a d'autres, que l'IFR... Moi, je suis resté sur la FFR avec adénosine intracoronaire. C'est vrai que j'ai jamais trouvé la nécessité de switcher là-dessus parce que le bonus d'adénosine intracoronaire me prend pas beaucoup de temps. Et après, j'aime bien l'intérêt de ça parce que si la sténose est significative, eh bien, on peut la réparer, faire une FFR post-angioplastie. Donc, on sait de là où on part, on sait où est-ce qu'on atterrit en termes de delta de FFR, comment on l'a réparé, ainsi de suite. Donc, pour moi, pour des raisons un peu pratiques, j'essaye de garder toujours la même façon de faire, puis aussi pour les correspondants, parce que c'est compliqué pour nous, mais ça devient infernal pour eux, parce qu'il y a 8 indices diastoliques. Mais l'IFR pourrait te permettre de faire la même chose, non? D'après les études cliniques, oui, on peut faire la même chose. On peut s'affranchir de l'adénosine, mais après, quand on a une IFR à 0,89, évaluer l'angioplastie post-IFR, on n'a plus beaucoup de points discriminants. Là, on gagne 10 points discriminants, donc moi, c'est juste des petites choses pratiques comme ça qui me font... pas changer mes habitudes, mais voilà la raison principale. Ouais. Et toi, Gilles, tu changes tes habitudes ou pas, non? Non, mais on y pense. On est resté. Alors, on est resté sur FFR avec infusion. Moi, j'aime bien l'infusion pour faire remonter le guide et trouver ce qui parle dans l'artère, pour éviter forcément de tout stunter parce qu'on a une FFR positive. Et puis, c'est assez confortable et stable. Donc on est resté historiquement à la démonstration, mais je trouve que l'IFR est séduisante parce que on n'a pas d'effet secondaire, on gagne un peu de temps infirmier,
C'est pour ça que je vous demandais. Ça peut être du PD sur PA. Enfin, il y a d'autres indices qui pourraient être utilisés et qui sont quasiment validés. Mais comme tu dis, il y en a 7 ou 8 et c'est compliqué de choisir. Voilà, je regarde si on a des questions qui arrivent sur la tablette. Il n'y a pas de questions. Est-ce que on a oublié quelque chose, Julien ou Didier, ou est-ce qu'on a couvert l'ensemble des choses? Je ne crois pas. Bon, on va peut-être s'arrêter là et merci à tous d'avoir suivi cette session et puis bon congrès encore parce qu'il n'est pas terminé. Merci.